Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro, avec Pierre-Henri, comme tous les lundis, à 17h désormais. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. Et puis nous avons aujourd'hui un invité que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent parfaitement, puisqu'il s'agit de Charles-Henri Deloy, qui est animateur d'une émission sur cette antenne depuis fort longtemps. Avant même, vous étiez chroniqueur dans une autre émission. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Richard Haddad. Bonjour Pierre-Henri. Ravi de vous retrouver, et pour une bonne raison en plus. Parfois très on peut se bonne retrouver raison. pour de mauvaises raisons, là c'est une bonne raison. Vous trouvez bonne raison, parce que qu'on vous m'avez déjà vu pour de mauvaises raisons, si je dois comprendre? Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. On ne sait jamais, il faut prévoir. Vous savez que vous êtes facétieux, vous. Voilà, alors justement... Moins que vous. On vous invite pour votre livre, le énième livre. Je ne sais pas, parce que moi-même, je vous en ai édité, je ne sais plus, 5 livres. Oui, au moins, oui. 5, oui. Dont le premier d'une série de chroniques, Chronique radioactive. Et puis, il y a eu des tomes 2, le tome 2, L'Esprit des lois. Le tome 3, c'était En attendant l'apocalypse. C'est ça, et puis je vous ai édité un petit livre... un très très grand livre qui Non, s'appelle... petit en volume. immense. Oui, en volume, Immense mais ouvrage. qui s'appelle Rêve d'enchantement. Un rêve d'enchantement, exactement. Ouais. Alors, dans la série des chroniques, vous sortez donc Au bal des facétieux. Donc, encore des chroniques. Oui. Alors, on peut... Moi, je vous le cache pas, j'aime beaucoup vos chroniques. C'est pas par hasard que je vous ai édité, d'ailleurs. Oui, j'espère. C'est mieux, parce que sinon, moi, ça va aller peut-être pas. Exactement, non, mais on peut recevoir quelqu'un pour le critiquer un peu. Ah oui, mais voilà. moi, je crains pas. Mais moi, Ça je c'est suis ce qui nous un- est arrivé, attention Moi, à vous. je Voilà. cherche un peu même Je suis l'engueulade. un fan Hein. de Vous vos savez, chroniques. on me traite de polémiste comme si c'était une insulte. Pour moi, c'est gratifiant. Polémiste, c'est celui qui fait la guerre avec les mots. J'ai pas d'armes sur moi, donc je me bats avec ce que j'ai. Soit avec Les les mots, paroles voilà. qu'avec autre chose. En tout cas, moi, je suis un fan de vos chroniques. C'est pour ça que, d'ailleurs, je me souviens, le premier livre que je vous avais édité, c'était donc Chronique radioactive. La première chronique, dès que j'ai lu la première, j'ai dit oui sans lire le reste. C'était ma chronique préférée sur les tongs. J'irai cracher sur vos tongs. J'ai adoré ça parce que c'est exactement ce que je pensais. Bon. Alors là, c'est bien. nouveau livre, nouvelle chronique, mais toujours. Alors, je dis juste aux auditeurs qui n'ont pas encore lu Les autres tomes, les autres ou celui-là, celui-là. c'est que ça peut se lire. De gauche à droite. Exactement, non, mais De haut en bas. on peut choisir. On va à la table des on peut matières, picorer. On peut picorer, Voilà, on peut voilà. choisir comme ça. C'est pas un roman. Si on rate On les n'est deux pas obligé de premières, lire de la première à la il dernière n'y a page. pas de suite logique, si On va ce à n'est la la table des mienne. matières. Voilà. On choisit un titre qui nous inspire et hop, on va le lire. Voilà. Et c'est une chronique courte. Alors c'est très sympa parce que c'est court. Oui, C'est des chroniques courtes, piquantes. Je pense que Pierre-Henri est d'accord avec moi. Oui, voire urticantes. dans certains cas urticantes aussi, elles sont déjà très travaillées Ouais. au niveau du style, et ça je pense que vous y êtes extrêmement attaché. C'est la Et, moindre des choses. Et vous y consacrez d'ailleurs plusieurs passages et une ou deux chroniques presque entières à la valeur, on va dire, civilisationnelle de la langue et de Oui. la bonne langue et du beau et du bon parler. C'est un combat d'ailleurs de tous les jours. Sauvegarder notre pauvre langue française. Je dis pauvre langue française parce qu'elle est bien maltraitée partout. Dans la publicité évidemment. Par nos hommes politiques de plus en par plus. nos hommes politiques qui ont un Dans les niveau qui médias, se On dégrade. continue dans les On médias. continue. Qu'ils soient de gauche ou de droite. Parce qu'on aurait pu croire Totalement. que Oui, les ça, hommes oh non, politiques c'est de droite universel. ou les femmes politiques de droite Pensez seraient plus défenseurs, défendraient mieux Non. en tout cas la langue française. Et on les voit s'aligner sur les autres. La, mais comme, la droite a toujours couru après la gauche, malheureusement, et même dans la médiocrité. surtout dans la... Surtout dans les Et je vois malheureusement même la nouvelle génération qui est quand même plus réactionnaire que leurs aînés, parce que moi je vois que les jeunes, quand je dis les jeunes, je dirais les moins de 30 ans, heureusement sont dans le balancier inverse de celui de mai 68. D'ailleurs, ils nous appellent tous les boomers, ce qui mérite le poil, parce que nous ne sommes pas des boomers. Je dis nous parce qu'on a à peu près le même Autour de âge. cette table, nous ne voilà, sommes pas nous ne sommes pas des 68 boomers. ans. Vous êtes Voilà. arrivé trop tard, vous faites une chronique d'ailleurs sur le... Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils pensent être réactionnaires, mais ils emploient les mêmes codes que la gauche en démolissant la langue française. Oui, et ça, oui, ça mais en me... fait, ils ne font pas attention. Voilà. Parce que Même à Radio Courtoisie. Oui, ils ne savent pas, mais malheureusement, je ne sais pas pour les défendre, mais souvent, je me rends compte que certains pensent défendre la langue française, mais le problème, c'est que quand ils ont en tout cas moins de 30 ans, sauf
des exceptions. Je suis très fier de ces exceptions parce que je pense que mes enfants en font partie. Heureusement pour moi et pour eux. Mais je sais bien qu'on parle comme des vieux cons là, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Fier de l'être. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'on ne dit pas ci ou ça. Oui, parce qu'ils sont quand même des excuses, ces jeunes-là, ceux qui n'en ont aucune. Oui, non, mais... C'est ceux qui ont appris une langue correcte correctement et qui n'ont pas été capables de les transmettre. Ah oui, ou de reprendre. Ils ont eux-mêmes eu affaire à des profs qui ne savaient plus parler correctement. Ou qui ont reçu les directives des parents, bien sûr, des parents qui ont adopté le nouveau mode voilà, mais parce que la formation n'est pas qu'à l'école. Moi, je suis victime, alors je sais pas vous, mais moi je suis victime des maths modernes des années 70. Et maintenant, la génération d'après, elle a été victime d'un français complètement dégradé, appauvri volontairement depuis les années 80-90. Oui, et dans des proportions qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, qui font qu'on a parfois sur des programmes 4 ans de retard sur ce qu'ils étaient il y a 20 ans. C'est-à-dire ce qu'on enseigne en 5e, ce que l'on enseignait en CM1 il y a 20 à Oui. Je parle d'expérience. Et le numérique n'arrange rien. Mais revenons donc au dans votre livre, vous utilisez le passé simple. Oui, c'est... et le subjonctif... Alors non, mais ça m'a frappé parce que moi, comme je suis éditeur aussi, je me suis rendu compte qu'il y a de moins en moins d'auteurs qui utilisent le passé simple, encore moins le... Ah oui. Et la concordance des temps avec les bons subjonctifs. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'essaie de me corriger. Et puis, en plus de pire que ça, c'est que ceux qui tentent de l'utiliser ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils font des fautes de... Mais oui, donc... ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Tiens, un auteur qui utilise... Ça s'auto-juge, c'est agréable. Oui, j'ai pas la science infuse. Quand je doute, je demande. Enfin... J'y attache de l'importance, effectivement. Il y a la plupart des gens se disent c'est pas grave. Non, c'est embêtant, c'est même grave, puisqu'on sait très bien que la langue, c'est l'état d'esprit, la façon de penser. Et quand une langue s'appauvrit, c'est l'état de la société. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté esthétique. Moi, j'appelle ça l'esthétique d'une langue. Je veux dire par là, c'est que lorsqu'on entend, on écoute quelqu'un parler, lorsqu'elle est bien, quand les phrases sont bien construites, lorsque le vocabulaire est riche, lorsque la grammaire est respectée, c'est agréable, c'est comme un beau tableau. Et c'est convaincant. C'est comme un beau tableau. C'est-à-dire que comme on regarde quelque chose de moche ou on voit quelque chose qui nous inspire, on dit waouh, c'est joli. Eh bien, lorsqu'on lit un beau texte, lorsqu'on entend quelqu'un parler correctement, je trouve que c'est agréable. Mais je vais vous faire un aveu, c'est que je ne pense pas être un très bon orateur, c'est pour ça que j'écris. Parce que je peux réfléchir et je peux me corriger. Oui, mais en même temps, ces chroniques-là, vous les déclamez à la radio. Parce qu'elles sont travaillées. Oui. Les gens pensent que je fais ça en 10 minutes, pas du tout, ça dure des heures. Et parce que je répète, c'est un exercice théâtral. Sur l'oral. Je veux dire par là que quand vous vous habituez à écrire, à travailler l'écrit, sans s'en rendre compte, on parle mieux. Parce que c'est automatique. Je pense que c'est tout à fait vrai. Oui, non, bien sûr. Et puis, c'est comme le style... Même si on n'est pas orateur. Oui, le style écrit n'est pas le même qu'oralement. Oralement, vous pouvez faire des effets. Mais c'est un entraînement. Alors que par écrit, c'est différent. Plus on écrit et on fait des efforts pour bien écrire, mieux on parle sans s'en rendre compte, même si on n'a pas des dons oratoires. Je pense. Sans doute. Comment choisissez-vous les thèmes ? Parce qu'en fait, on est dans le grand registre des billets d'humeur. Oui. Qu'est-ce qui titille votre humeur ? C'est l'humeur qui commande. J'ai dit, tiens, ça, il y a quelque chose qui me titille, je vais en parler. Dernièrement, c'était sur... à la quête... enfin, non, pas la quête, c'était les pourboires sur machinette. Sur le TPE. On appelle le terminal de paiement électronique. Voilà, ça m'exaspère parce que... Le pourboire obligatoire. Voilà, c'est ça que je trouve très agaçant. C'est un petit peu du racket gentil. Oui. C'est-à-dire que... C'est surtout impoli. Normalement, un pourboire, ça se donne discrètement. Si vous ne donnez pas assez, vous passez pour un rat. Si vous donnez trop, vous passez pour un parvenu. Exactement. Donc il faut jauger... et en fonction du sourire de la serveuse. Vous passer pour un parvenu, le serveur encaissera quand même votre pourboire. Il sera content. Voilà. Mais oui. Salaud, si vous n'en avez pas, vous êtes un con, un crétin. Il est content, pardon, Pierre-Henri. Mais il crée quand même. Il est content, le serveur, mais il y a un petit mépris.
En oui, France, il veut étaler sa région. Ouais. Si dans un bistrot, vous prenez un café à 3,50 € et que vous laissez 30 € de pourboire, ça passe pour vraiment, je sais pas, moi, vous êtes la Gacan. Ou, c'est ça, oui. donc on vous dit, ah oui, bah, celui-là. Bon, et on ne fera pas plus attention à vous Exactement, d'ailleurs. oui. Parce Parce Non, qu'on il faut pense qu'on va vous à sa donner juste, de toute façon. Voilà. Ouais. Il faut être à sa juste place, à sa juste mesure et en fonction évidemment de l'établissement où vous êtes. Donc moi j'ai toujours l'impression de partir un peu comme un pauvre type qui laisse 2 €, etc. Et alors je vois ces petites machines où un jeune vient avec sa petite, comment vous appelez ça, TPE, là, TPE. encore un sigle. Un acronyme. Un C'est terminal, une bon, enfin une machine. Pour encaisser. Et alors, il y a 10, 2, 5 € ou plus. Oui. Et alors, vous sentez obligé. Mais non, c'est pas l'esprit du pourboire. Alors, moi, je dis, alors, je me laisse faire, parce que quand je connais la personne, tout ça, bon. Mais quand je n'ai pas envie, quand je suis pas de bonne humeur, je dis non, je vous ai laissé quelque chose sur la table, vous irez voir. Quoi. Voilà, c'est la surprise. Et derrière, vous écrivez une chronique. Et derrière, j'écris une chronique. Voilà, oui. oui. Ça le mérite, oui. Oui, mais alors, vous savez pourquoi Ah ben, on a inventé ça aussi? Oui, pour qu'il n'y ait plus de cash. Oui, exactement, parce que c'est taxé. Bah, bien le sûr. serveur, il a Évidemment. plus intérêt à avoir un pourboire en espèces. Alors ça, ils comprennent pas. C'est-à-dire que je leur dis, mais là, vous détruisez votre petit gagne-pain. Ouais. Nous tous, on a connu le pourboire parce que, on a tous fait des petits boulots l'été. On était contents, c'était ce qu'on appelait l'argent de poche. Ouais. Il y avait le salaire et l'argent de poche. Et effectivement, comme la tendance va à la suppression du cash, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la fin vraiment de toutes les libertés, là, si vous n'avez plus de cash. Vous pourrez même plus donner comme ça, dépanner quelqu'un, ou tout simplement un pauvre clodo dans la rue, vous ne pouvez plus lui donner une pièce, il ne va pas être avec son TPE. Ouais, maintenant, à l'église, vous savez qu'il y a À l'église, je sais, il y a des TPE. à l'église. Oui, Et ça en fait, aussi, sur ça. L'État veut tout surveiller. Voilà, c'est ça. Veut tout surveiller pour pouvoir tout taxer. Dans les boulangeries, maintenant, vous jetez votre monnaie dans une espèce d'entonnoir. Oui. Et Oui, parce que ça les descend. pièces que vous touchez sont contaminées parce que vous les avez Oui, touchées ça, avec vos ça, c'est mains, le prétexte vous du Covid. Oui, oui. Mais l'argent a toujours été Ça a sale, commencé à mais apparaître n'empêche qu'on est bien tout content de avant le le Covid toucher. quand même. Ouais. Alors, 3 ou 4, si je ne m'abuse, grandes parties thématiques au bal des facétieux. 4, je crois. Et Humeur. la première, qui est sans doute la plus polémique, parce que vous réagissez énormément sur des thèmes de société, L'air si du je temps, puis dire, ça. oui, qui vous énervent. Bah, Et, tout- alors que dans les Avoir de l'eau. deuxième et troisième parties, là, vous êtes beaucoup plus sur des thèmes presque du quotidien. On a, Il y a mes combats et mes c'est humeurs. votre côté un petit peu de l'herbe, vous voyez, ces premières gorgées de bière, mais à la sauce quand même des lois, ce qui rend les chroniques Je connais pas de nettement, l'herbe. nettement meilleures. Mais dans l'ère du temps, en effet, vous avez des chevaux de bataille, et en particulier les dérives de MeToo et toute l'inquisition moderne. Ah, oui, c'est terrible parce que à l'heure actuelle, d'après ces femmes revanchardes, il y a 2 catégories d'hommes. Il y a le prédateur et le pervers narcissique. Voilà, vous êtes divisés en 2 parties. Parfois les deux confondus. parfois voilà. Oui, dans tous les cas, C'est- coupable. Dans tous les cas, nous sommes des coupables, messieurs. À quoi je réponds que prédateurs, heureusement que nous l'étions, puisque nos ancêtres, s'ils n'avaient pas été prédateurs, ils n'auraient pas pu se chasser pour se nourrir. C'est normal d'être prédateur. Et on ramenait le gibier à la maison, au foyer pour faire le feu, etc. Enfin, vous connaissez. Bon. Donc, prédateur, ça ne me gêne pas. Quant à pervers narcissique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. À partir du moment où une femme est amoureuse, elle est sous emprise. Moi, quand je suis amoureux, je suis sous emprise, comme on dit. C'est-à-dire que je fais attention à tout ce qu'elle dit, à pas y déplaire, à essayer de deviner sa pensée, etc. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire être sous emprise quand on est amoureux. Deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que toutes les femmes sont des pauvres petites choses, victimes, et que maintenant, ça devient des héroïnes. C'est-à-dire qu'il faut être victime de quelque chose pour être un héros. Donc, Ça, c'est la grande mentalité on a de remis l'époque la aussi, Légion en Occident. d'honneur à cette pauvre femme, la Pellico. Là. Oui. Bon, bref, c'est sordide, je ne reviens pas là-dessus. C'est une histoire sordide, mais qui reste des faits divers, malheureux, mais des faits divers, judiciaires. Mais elle émargeait à la liste de la Légion d'honneur le 14 juillet. Non, mais attendez. Oui. Faites-vous violer, vous aurez la Légion d'honneur. Non, mais C'est ça, en fait, non, c'est la mais victime qui on récompense les victimes. Alors que C'est l'héroïsation de la Mais c'est on peut s'apitoyer sur leur c'est sort. n'importe quoi. Bon, moi, on lui en veut pas cette dame. On ne mais passe après avec la Légion d'honneur. mais Oui, oui, on il y en en a avait. vu d'autres. On l'offre même aux
aux footballeurs, même aux chauffeurs du car. Il y a dans le monde intellectuel français une espèce de papesse de l'Inquisition qui est Annie Ernaux. Et vous avez consacré une petite chronique parce qu'elle a reçu le prix Nobel de littérature. Mais derrière, en fait, c'était surtout le prix Nobel de la censure de gauche, non ? C'est ça, c'est-à-dire que, Annie Ernaux, je dois dire que, je vais être honnête, j'ai pas lu grand-chose d'elle, à part un livre. Toujours plus que moi. Mais... Un livre qui s'appelait comment déjà, je sais plus, sur la ville. Bon, qui était plat, enfin que j'ai pas beaucoup aimé. Mais moi, je les armoires vides, ça donne envie de le lire. Oui, voilà, les armoires vides. Mais si vous voulez, moi, je ne juge pas de talent de quelqu'un parce que c'est tellement subjectif. Bon, on sait très bien que les prix Nobel, c'est aussi du copinage, comme les prix littéraires, etc. Entre éditeurs, ils s'arrangent. Donc, moi, les livres, pour moi, les auteurs qui ont du talent, c'est les auteurs que j'aime. Ça ne sera pas forcément celui que vous aimez, que vous aimez, etc. Donc, je ne juge pas là-dessus. Non, moi, je juge sur l'attitude. Elle est absolument infecte, parce que je trouve ça dégueulasse de vouloir la peau d'un autre écrivain comme Richard Millet. Aux éditions Gallimard, à l'époque. Où elle a eu sa tête. Voilà ce que je dénonce. C'est que cette dame, alors, qui est une perpétuelle pensionnaire des plateaux de télévision, parce qu'on la voit très souvent avec le Radler, elle doit être très copine, elle se permet de donner des jugements moraux sur à peu près tout et n'importe quoi. On sent vraiment que c'est le Saint-Germain-des-Prés dans toute sa splendeur. Elle aussi, elle se victimise. Ça fait partie encore de ces dames bas bleus qui ont des jugements sur tout, mais surtout moralisatrices. Et pareil, les hommes sont en gros potentiellement tous des salauds. Bon, alors Richard Millet n'a pas eu le bon goût d'écrire ce qu'elle aurait aimé lire. C'est un salaud, il fallait voir sa tête. Et le pire, c'est qu'elle l'a eu. Moi, je ne donne pas un prix Nobel de littérature à quelqu'un qui est une sycophante sur un confrère en plus. C'est dégueulasse. Un jour, ça lui arrivera. Une pause pour le Bobino et on reprend sur une autre partie du livre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors on reprend, parce que il y a 4 parties dans ce livre. Moi, c'est la dernière partie qui me plaît le plus, parce que c'est la partie, alors ça va faire bondir quelques personnes de leur siège, c'est la partie, moi, que je qualifierais de « c'était mieux avant ». Vous dites humour et nostalgie. Moi, je suis un grand nostalgique. Le c'était mieux avant. Ah oui, moi je suis un grand nostalgique. Totalement. Ouais. Et donc là, il y a plusieurs chroniques intéressantes, mais j'en ai relevé quelques-unes, parce que c'est des souvenirs entre nous, Charles-Henri. Oui, il y en a. Puisqu'il y en a une sur l'hôtesse de l'air. Ah. Alors, je l'ai dit hors micro, hors antenne, tout à l'heure, c'est que à chaque fois que je lis une de vos chroniques, pas toutes, mais la plupart, j'ai l'impression de m'entendre, parce que c'est exactement ce que je pense. L'hôtesse de l'air, vous parlez des compagnies aériennes qui ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est vrai qu'autrefois, et il n'y a pas, quand je dis autrefois, c'était pas de l'époque de nos grands-parents. Les avions nous, on l'a connu. Nous, quand on était jeunes, voyager, prendre l'avion, c'était un luxe. C'était encore quelque chose. On était bien reçus. C'était comme un hôtel de luxe, comme un palace. C'est ça. L'avion. Et je me souviens, moi, la première fois que je suis monté dans un Boeing 747, il y avait 2 étages. C'était quelque chose. Enfin, on était reçus, voilà. Je vais vous dire, j'ai gardé encore aujourd'hui, 2025, des pyjamas Air France designés par Christian Lacroix des années 90, qui tiennent encore. On avait des accessoires, etc. Et vous dites dans votre chronique que les hôtesses de l'air, le personnel de bord était choisi dans les bonnes familles, parmi les enfants des bonnes familles, notamment les hôtesses de l'air, qui devaient être jolies, présentables, polies, savoir s'adresser à un cardinal comme à un chef d'entreprise, etc. Ce qui est très vrai. Et moi, je me permets d'évoquer cette histoire. Oui, je vois si vous voulez en venir. Ça m'a rappelé, lorsque j'ai lu votre chronique, c'est du Charles-Henri Deloy. Nous étions... Ça ne me rajeunit pas, c'était il y a 80, 35 ans. Oui, on va pas se dire, il y a 35 ans. C'est à pile 35 ans. On a fait un voyage dans le cadre de notre association universitaire dans laquelle on y était tous les deux. Le Cercle national des étudiants de Paris, à l'époque. Nous avions fait un voyage à Strasbourg pour visiter le Parlement européen. C'était un vol France Inter. L'avion n'avait même pas le temps de décoller, qu'il fallait qu'il atterrisse. Voilà, c'est ça. Et Charles-Henri avait
fait la cour, un peu, si on peut dire, à une des hôtesses. Et le voilà qui dansait avec elle le rock dans l'avion. Oui, alors, bon, il faut dire, vous oubliez de dire une chose, c'est que nous sortions d'un repas bien arrosé, C'est vrai. où il y avait de l'ambiance. Et nous étions accompagnés dans l'avion, il y avait des jeunes hôtesses, parce qu'à l'époque, c'était Air Inter. Nous étions 40. Hein. Et, La moitié de l'avion, c'était on remplissait quasiment l'avion. Et Air Inter embauchait des jeunes hôtesses de l'air, puisque Air Inter, c'est les petits courriers. France Inter, pardon, Air Inter. Je sais plus, ça n'existe même plus d'ailleurs. Non, Et donc, elles avaient notre âge. Oui, Souvenez-vous, c'était des hôtesses qui avaient jolies. et en plus très jolies. Et comme je ne sais plus qui avait mis une radio où on chantait, je ne sais pas quoi, je lui ai dit tiens, je vais en inviter une. Et puis je crois qu'elle avait dansé. Non, je me souviens plus. Absolument. Ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment, la même hôtesse a dû faire son travail quand même, de passer un plateau avec des jus de fruits. Et comme l'avion était encore en train de décoller, à un moment, elle est presque tombée, la pauvre, parce qu'elle avait loupé le chariot. Il y a eu une secousse et elle avait échappé son chariot qui pouvait retomber sur elle parce que l'avion était encore en pente douce. Résultat, j'ai fait un vol plané pour rattraper le chariot. Quel vous vous galant souvenez homme. Oui, parfaitement. Alors, il n'y a pas que le personnel navigant. Le personnel, de bord qui était de bonne famille, parce qu'il se trouve que le hasard était incroyable pendant ce vol, parce que nous étions donc une quarantaine de joyeux d'amis, voilà, et parmi nous il y avait un de nos amis qui est déjà passé à cette antenne, Guylain de Castelbajac. Ah oui. Et il se trouve que son père était le pilote de l'avion. Ah, en et plus. il ne savait même pas lui-même. Il arrive, il tombe sur son père qui pilotait l'avion. Tout ça était en famille. Donc même les pilotes de l'époque étaient ça, je me souvenais plus de ça. issus de la bonne noblesse française. Voilà, pas tous, mais beaucoup. Une autre chronique qui nous a fait réagir tous les deux sans concertation avec Richard, c'est confort ou élégance, faut-il choisir? Alors ça, expliquez-nous. Non, il ne faut pas choisir, mais malheureusement, les marques actuelles nous forcent un peu à choisir. Bon, entre le confort et l'élégance, bien sûr, il faut choisir l'élégance, évidemment. C'est vous qui le dites. Je suis d'accord. Voilà, mais c'est là où mon confort. C'est là où je veux en venir. Tout ça pour dire que à l'heure actuelle, les gens sont plutôt dans le confort. Vous voyez des personnes d'un bon niveau, une bonne situation, et qui sont habillées de façon tellement je dirais triste, banale, tout le monde se ressemble, et quand vous arrivez dans une société, vous savez plus qui est le PDG du simple réceptionniste, du simple employé. Mais c'est le plus personne porte de cravate, à part Richard Haddad, mais moi, vous voyez, j'en mets pas toujours en tout cas. Eh bien, je trouve déplorable qu'il n'y ait pas au moins une recherche de l'élégance. Après, personnellement, dans la rue, dès que je vois quelqu'un d'élégant, ça m'attire l'œil. Parce que c'est devenu une espèce rare. Voilà, c'est devenu tellement rare qu'on remarque les gens élégants. Surtout en France d'ailleurs, parce qu'il y a encore quelques pays qui résistent un peu. L'Italie, l'Angleterre. Oui. Peut-être même un peu l'Allemagne qui a gardé. Alors l'Italie, oui, c'est vrai, l'Italie, les Italiens s'habillent bien, mais les Français avaient encore la réputation de bien s'habiller à cause de la mode. Or maintenant, même Paris n'est plus la capitale de la mode. Mais la mode est surtout féminine en fait. La mode masculine a quand même toujours été plutôt dominée par les tendances anglaises et italiennes. C'est-à-dire qu'il y a moins de fantaisie chez les hommes. De fait. Oui, il y avait une certaine élégance française, reconnue, et qui a disparu. Il y avait des normes de politesse. Quand vous regardez des vieilles photos, quand j'ai des vieilles photos d'il y a 50 ans, nos parents, vous regardez la classe moyenne qui prenait le métro était beaucoup plus élégante qu'aujourd'hui. Regardez les films des années 70-80, les films policiers. Avec tous les hommes étaient en costume. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le voyant, qui est le flic. Oui, et voilà, c'est exactement. Ils sont tous habillés pareil. Les vigiles ou les policiers ont la même gueule que ceux qui les arrêtent. Oui. Et puis il y a un autre phénomène aussi, Charles-Henri, c'est que parfois, en fait, le confort a tellement pris le dessus que parfois dans la rue, on se demande si les gens ne sont pas en pyjama dans la rue, parce que les vêtements ressemblent de plus en plus à des pyjamas. Des leggings, je ne sais pas, mais le jogging, tout simplement. Oui, mais en général, c'est des gens obèses. Alors, je ne pense pas qu'ils courent beaucoup. Mais pas toujours. Non, on s'américanise tellement. Ils sont tous en une sorte de pyjama de rue, et même pour les chaussures. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on marche dans des choses, qu'on marche sur l'eau. Alors, des crocs. Je ne sais pas, c'est des trucs carrés. C'est des espèces de machins
rectangles. Oui. On a l'impression que c'est des chaussures Des Birkenstock. Ouais, Birkenstock, je sais pas il y quoi. a des espèces de trucs C'est de fourrure moche. là comme ça qui ne ressent. On dirait Tintin. On va en arriver sur Tintin d'ailleurs. Tintin, on a marché sur la lune. Vous vous souvenez de ces chaussures orange? Oui, ça les ressemble grosses- à ça. Oui, ça, c'était Et une donc mode d'ailleurs. le confort. Mais en fait, on peut mettre des choses confortables ouais, tout en étant élégant. Ouais. Mais vous savez, malheureusement, enfin malheureusement, c'est comme l'allure. Vous êtes né avec ou pas. Vous avez des gens qui ont de l'allure de naissance, puis il y en a d'autres non. Et c'est justement ceux qui devraient profiter de pouvoir être élégants, de rehausser un peu leur apparence. On sait très bien que l'uniforme, ça fonctionne. Bien sûr. Un homme pas terrible physiquement, mais qui a un bel uniforme, on dit le prestige de l'uniforme, c'est vrai. On peut améliorer les choses grâce à cela. Voilà. Mais pour conclure, juste, vous savez que tout ça est voulu parce que moi, j'étais stupéfait pendant des années de voir. On va dire à la des théorie gens- du grand complot, même dans les vêtements. Non, mais c'est pas un complot, c'est Surtout une dans stratégie. les vêtements. C'est-à-dire que c'est incompréhensible, mais moi j'étais stupéfait parce que je voyais de tas de choses, mais horribles, parce que c'est objectivement moche. Et je me suis rendu compte, je me demandais pourquoi, comment peut-on trouver ça beau? Alors d'abord, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas si c'est beau ou pas, ils l'achètent parce qu'on leur a dit que c'est bien de l'acheter. Parce qu'il faut être dans le vent, comme on Phénomène dit. de mode. Voilà. Et puis un jour, j'étais invité à un cocktail et je me rends compte que il s'agissait en l'occurrence de chaussures qui étaient horribles. Et en fait, on les appelle... celui qui a inventé le modèle l'a appelé ugly shoes en anglais. Ça veut dire, Oui, donc au ça moins, veut dire c'est annoncé. chaussures moches. En fait, Ouais. l'objectif, c'était de démontrer qu'on peut Sortir avec des chaussures faire un moches. succès commercial avec quelque chose de moche. Il s'agissait Oui, ça. de ces espèces de pantoufles en Je vois plastique très bien. qui s'appellent Crocs. Ça y est, ça me Oui, revient. je l'ai dit Crocs, tout à les l'heure, Crocs, c'est ça, pardon. oui. Et en fait, celui qui a inventé les Crocs, il a voulu faire Oui, des je sais. ugly shoes, c'est-à-dire Ouais. des chaussures moches. Et après, il y en a Oui. eu d'autres, Ouais, on l'a ouais, copié. ça les amuse, Mais en fait, oui. ça les amuse de créer des choses moches pour démontrer Je trouve que que... le pied est moche, surtout les pieds d'homme. Un homme ne devrait pas montrer ses pieds, Et ça, nous sommes bien surtout d'accord. ses orteils. Sauf à Les la plage, femmes, éventuellement, oui, les non, hancres. non, C'est mais à la surtout plage, les ça hancres. va, Mais il n'y a mais pas pas que ça, dans- il y a de tas de vêtements, que ce soit des chaussures ou des vêtements qui sont très moches. Et le but de ces artistes, entre guillemets, c'est de démontrer. En fait, c'est une démonstration de force. Ça démontre leur puissance. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'imposer des choses moches à des gens qui les achèteront parce sûr, qu'eux mais leur c'est ont la commandé force. de l'acheter. On arrive à la fin de Oui, cette émission. vous voulez On va parler rappeler les références On de parle ce pas de Tintin, alors dernier. Bon, Bah, c'est non, malheureusement, les auditeurs ouais, achètent. il faut qu'ils achètent les livres. Au bal des Ah, qu'ils l'achètent. facétieux. Donc, Au bal des facétieux, nouvelle chronique radioactive de Charles-Henri Deslois aux éditions Une autre voix. Et les auditeurs pourront lire justement votre rapport amical avec Tintin. Il est même accessible en version numérique. J'ai cédé. Ouais. Bah, achetez Ouais. du papier quand Mais même. c'est Ouais. quand même Merci mis en beaucoup, papier. Charles-Henri Deslois. Et puis Merci de m'avoir reçu. à la Merci, semaine à prochaine bientôt. pour un nouveau numéro.